Spitzberg, 1906. L'atmosphère est limpide. Les icebergs flottent comme des fantômes. L'inconnu règne en maître. C'est un paradis, blanc. Peut-être même que notre personnage se dit que c'est un endroit idéal pour mourir. Le canot du prince Albert Ier l'a déposé 3 heures plus tôt, lui, son pliant et son chevalet. Il peint, sur un bout de banquise comme Cézanne, au pied de la Sainte-Victoire. Doucement, le pinceau glisse sur la toile. Il y a cette caresse, les battements de son cœur, et le bruit de la glace qui craque et bouge tout doucement. À présent, ce ne sont pas les ours polaires qu'il faut craindre, mais les caprices de la météo, le magnétisme terrestre. Ici, les boussoles s'affolent, et de fait, depuis un moment, les hommes du prince le cherchent désespérément. On l'a perdu. La banquise s'est déplacée. On crie son nom. On ne voit plus nulle part son long manteau fourré, plein de taches de couleur. Alors, va-t-il survivre ou mourir à 45 ans aux confins du monde connu? Oh, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Charles Berling. Vous me connaissez peut-être comme acteur, metteur en scène, directeur de théâtre. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter l'incroyable épopée d'un peintre explorateur. Peu de gens connaissent Louis Thiner, hors les murs du musée océanographique de Monaco et de la Maison de l'Océan à Paris. C'est un oublié de l'histoire de la peinture. À son sujet, on pourrait pourtant parler d'un impressionniste inconnu, d'un reporter de mer, d'un portraitiste, d'un peintre de fresques. Cet exceptionnel dessinateur brûla sa vie au fil des continents pour explorer, comprendre, restituer. On pourrait le classer parmi les grands noms de la peinture naturaliste, avec Rosa Bonheur, Millet, Corot, s'attachant à traduire le destin social des modèles. Mais Thiner, c'était encore autre chose. L'essentiel de son temps, il choisit de s'ancrer vers la mer. Écoutons Matisse nous parler de lui en visite au musée océanographique de Monaco. C'est de la bonne peinture documentaire, la plus difficile à faire, car on ne peut pas se laisser aller à son inspiration. Je ne m'en serais jamais tiré, et le prince Albert aurait eu bien raison de me mettre à la porte. On peut faire confiance à Matisse, mais cette fois-ci, reprenons au début. Louis Thiner naît à Paris, en mars 1861, de Jules et Victoire Thiner, 3e de 6 enfants. Louis n'a que 10 ans à attendre avant les événements de la Commune. Son père est en première ligne parmi les défenseurs de la République de Paris. Sa mère, institutrice, est aussi militante. Quand les troupes versaillaises conduites par les généraux MacMahon et Gallifet entrent dans la ville pour la reprendre aux insurgés, ce pauvre Jules est fusillé et Victoire emprisonnée. Par miracle remise en liberté, mais pourchassée, Victoire parvient à s'exiler en Suisse, où ses enfants la rejoignent. Pour le jeune Thiner, les tribulations commencent, avec très vite un passage en Hongrie. Les familles fortunées de Budapest engagent des enfants et des jeunes Français pour apprendre la seule langue qui compte pour l'éducation de leur progéniture. Louis sera ce perroquet. On retrouvera plus tard ses dessins de Hongrois, s'intéressant aux coutumes, savoir-faire paysan, scènes bucoliques de troupeaux. Déjà, ses yeux retiennent. Le regard s'affirme d'autant qu'un précepteur l'initie au dessin en même temps que les enfants de sa famille d'accueil. Et lorsqu'il rejoint finalement à Kassa, une ville située entre la plaine hongroise et la région des Carpates, sa mère, ses sœurs et ses frères, sa vocation s'affirme. Les cours de dessin sont assurés par un artiste reconnu. Tel le fils d'un peintre de la Renaissance, il travaille dans l'atelier du maître. À 16 ans,
c'est le Grand Sceau à Budapest. Somptueuse académie des beaux-arts, les paysagistes de talent partagent leur savoir. Un bon peintre, Mihaly Munkacsy, livre ses secrets, tandis qu'un autre maître, Bertalan Székely, enseigne sa technique et parachève sa formation artistique. Le hasard a tout fait, comme dans bien des cas. Un jour, l'empereur François-Joseph visite les Beaux-Arts. Cliquetis d'armes et d'éperons. Le monarque se tourne vers le jeune Tiner et le félicite pour sa copie de tête de lion. D'autres fauves et un prince viendront bientôt croiser sa route. Louis Tiner suit des enseignements de beaux-arts à Budapest où il apprend la peinture académique. À la suite d'un voyage à Munich, il rencontre d'autres courants de peinture que ceux qui sont la peinture d'histoire qui est un petit peu la peinture académique de l'époque. Et ce sont le réalisme et le naturalisme, deux courants qui émergent à la moitié du 19e siècle, qui emmènent vers une peinture qui est beaucoup plus réaliste, qui est beaucoup plus fidèle au décor. Et donc on y peint des paysages, on y peint des portraits avec une réalité directe. Et Tiner se reconnaît dans ces deux mouvements. Et c'est un genre dans lequel s'est exercé Rosa Bonheur, par exemple, ou Jules Bastien Lepage, qui sont deux peintres qui caractérisent le réalisme et le naturalisme particulièrement. Avant de s'établir à Paris, Tiner s'est encore formé à l'Académie de Munich. Avec Louis II de Bavière, Munich ne vit que pour les arts. À la Pinakothek, c'est dans la contemplation de Van Dyck et Rubens qu'il termine ses études. Il est prêt. Paris lui tend les bras. Sa carrière va commencer par un grand portrait de Louise Michel, bientôt acheté par Gambetta. Puis un autre, de sa mère. Louis Tiner commence sa carrière sous des allures jansénistes. Il peint les anciens communards sous l'influence de ses maîtres flamands. Dans un noir impressionnant, seules les mains et les visages éclairent le tableau. On retrouvera bien des années plus tard ce Louise Michel au musée Carnavalet de Paris. Mais pour le moment, Tiner fait ses débuts au Salon des artistes français du Grand Palais, parmi les idoles de son temps. Face à ces toiles, on loue l'exécution superbe. 1881, 20 ans, et peut-être bien le plus bel âge de la vie. Louis se voit déjà confier l'illustration de 2 romans populaires écrits par Louise Michel et sa mère Victoire. Sa rapidité d'exécution séduit l'éditeur Fayard, et même s'il continue à présenter des toiles dans les salons, il se lance dans l'illustration d'une série d'ouvrages à succès, des romans d'aventure, comme pour regarder la lumière. Pourquoi quitter l'Olympe de la grande peinture et populariser par le crayon les textes des grands noms de la littérature ? Peut-être que les idéaux de la Commune ne sont pas loin, comme les idées généreuses d'Auguste Comte, ce fameux pays de l'enfance. Le cercle que Tiner fréquente se définit positiviste. Quelques années encore, et un prince, tout aussi humaniste, viendra changer son destin. Mais pour le moment, il y a déjà les commandes de reportage. Tiner gagne correctement sa vie, la presse le happe. Les femmes traversent son existence jusqu'à rencontrer celle qui deviendra son épouse, Adèle, à une réunion positiviste. Les magazines d'actualité font fureur. L'univers journalistique l'entraîne dans une accaparante actualité. Le voilà plus Zola que Renoir. Il enchaîne pour le monde illustré les visites royales ou impériales, les funérailles des grands personnages, les manœuvres militaires, les catastrophes, les travaux de M. Eiffel. Artiste reporter, il visite l'Europe, la Russie, puis en 1895, c'est le grand saut à Madagascar. Tiner accompagne une campagne coloniale. Sa précision fait merveille. On peut toujours voir quelques toiles dans les collections du musée du château de Versailles. Ici, rien n'est inventé. Dans un jeu de lumière, les couleurs crient. On sent les parfums que l'on ne voit pas. Il renseigne sur les officiers, les hommes de troupe, les autochtones, autant qu'il restitue la beauté de la nature, passant du regard d'ethnologue à celui de botaniste.
L'héroïsme militaire n'est jamais glorifié. Les blessés gisent dans un réalisme poignant. Les morts inutiles sont dénoncées. La qualité d'exécution est telle que quelques années plus tard, à l'exposition universelle de 1900, le prince explorateur Albert Ier concédera devant son œuvre « Je ne suis plus à Paris. Je suis à Tananarive le 30 septembre 1895. La puissance de ce peintre me fait perdre la notion de l'espace et du temps. » Ces deux-là sont faits pour se rencontrer sous le signe de l'océan. À son retour à Paris, Thiner va, via ses relations tant amicales que familiales, se retrouver à fréquenter des gens qui sont du cercle du positivisme. Le positivisme, c'est un courant de pensée qui est issu du siècle des Lumières, qui va émerger au XIXe siècle et qui est vraiment avec cette idée de confronter la théorie aux faits, vraiment mesurer la réalité. Donc c'est un courant qui est très proche de la démarche scientifique, puisqu'on a l'idée d'expliquer les phénomènes par des faits qui sont mesurables et vraiment d'éviter tout ce qui est explication religieuse. Et là, on a un truc vraiment très très intéressant parce qu'on va se rapprocher finalement des démarches du prince Albert que Louis Thiner va rencontrer et avec lequel il va lancer sa carrière de peintre plutôt scientifique. Le 19e siècle, il y a le positivisme, mais ce qui va être vraiment très intéressant avec Thiner, c'est qu'on est aussi dans l'époque des grandes explorations du monde et l'époque des peintres embarqués à bord. Puisque la photographie, elle est seulement émergente, et en noir et blanc, avec des processus qui sont très très lents, qui ne permettent pas toujours de capturer le mouvement de l'action, eh bien on va embarquer sur les bateaux qui vont en exploration des peintres, et leur rôle va vraiment être de documenter les explorations pour pouvoir les faire connaître au plus grand nombre. Nous y voilà, à l'exposition universelle de 1900, place du Trocadéro. Depuis une plateforme surélevée de 8 mètres, les visiteurs du pavillon Madagascar admirent un tableau circulaire. Un travail de titan sur une toile de 120 mètres de circonférence et 14 mètres de haut. Thiner est un parfait scénographe. Avec ce chef-d'œuvre documentaire appelé « La reddition de Tananarive », il obtient le Grand Prix de l'exposition universelle et la Légion d'honneur. Mais ces titres n'effacent pas l'événement le plus important pour lui. Non loin du pavillon de Madagascar se trouve celui de Monaco. Les collections scientifiques recueillies par le prince Albert Ier depuis 1885 occupent un étage entier. Thiner découvre en voisin les campagnes océanographiques du prince des océans sur son yacht laboratoire. De son côté, le souverain perd donc la notion de l'espace et du temps. La rencontre est inévitable. La complicité va s'engager pour 15 années. Le prince Albert Ier lance ses campagnes scientifiques et lors de la toute première, il y a un de ses collaborateurs très très proches qui sait très bien dessiner, c'est le baron de Guernes. Et c'était pas prévu à la base, mais ça va se révéler très très important. C'est qu'en fait, quand ils vont capturer des organismes qui sont assez mous, il y a des poissons, mais aussi des invertébrés, par exemple des méduses, ils vont les conserver dans de l'alcool et du formol pour les ramener à terre au laboratoire. Mais les organismes, ils vont en perdre leur couleur et un petit peu leur forme dans ces liquides de conservation. Et le baron de Guernes va les dessiner au moment de leur pêche, très très rapidement, à l'aquarelle, afin de garder une trace de la forme, mais surtout de la couleur de ces organismes. Ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est fondamental, parce que le prince Albert va aller dans des zones qui n'ont jamais été explorées, il va ramener des organismes qui vont être découverts pour la première fois par la science, qui vont devoir être décrits pour être partagés, et les dessins de Guernes vont être indispensables. Et donc, à partir de sa 3e expédition, il va décider d'engager un peintre professionnel à bord pour réaliser ses dessins. Il va en engager plusieurs, de différentes nationalités. Il y en a 2 qui vont rester avec lui un certain nombre d'expéditions. Marius Borel, mais surtout Louis Thiner. Alors, le prince Albert rencontre Louis Thiner à l'occasion d'une exposition universelle et le prince reconnaît immédiatement les compétences de portraitiste et de naturaliste du peintre Louis Thiner et en plus ils ont 2 caractères qui fonctionnent bien ensemble. Louis Thiner travaille très vite, très bien et de manière extrêmement précise, qui sont des caractéristiques requises dans ce cadre-là. Et là où ça va plus loin, c'est que Louis Thiner se prend au jeu aussi d'écrire la vie à bord du bateau, de faire des toiles, de comment ça se passe
passe à bord, les scènes de pêche, les scènes de vie, les scènes d'études dans les laboratoires, mais aussi les paysages. Alors, de ce qu'on a pu lire de Louis Thiner, il semblerait qu'il ait un caractère relativement facile, ce qui va bien quand on vit, entre guillemets, confiné pendant plusieurs semaines à bord d'un bateau dans une promiscuité assez importante. Louis Thiner a toutes les qualités recherchées par Albert Ier pour ses campagnes scientifiques. Les atouts artistiques, il travaille rapidement, sans le confort de l'atelier, les qualités humaines, l'expérience de multiples voyages dans des conditions pénibles, une santé robuste et un caractère facile. Finalement, l'artiste est engagé. Il quitte en 1904 son métier de journaliste pour sillonner les mers en toute majesté. À chaque campagne, au total, il y en aura eu 28 de 1885 à 1915. Le prince élabore un programme selon la spécialité des savants qui l'invitent. L'étude des courants, de la météorologie marine, de la haute atmosphère, des cartes. Ces filets plongent de la surface aux plus grandes profondeurs. Il s'agit d'une exploration méthodique des espèces de l'océan. Personne ne chôme à bord. À chaque fois, un artiste est présent. À lui de restituer les couleurs des espèces sitôt pêchées et jetées sur le pont, avant que l'air ou le formol ne les fasse disparaître. Des dessins aquarellés magnifiques destinés aux annales et publications à venir. Thiner va rapidement déployer son champ artistique. Des aquarelles scientifiques, certes, mais aussi des croquis et des tableaux, des paysages et des portraits. Comme à Madagascar, les expéditions princières sont l'occasion de tableaux documentaires, parfois exécutés in situ, parfois finalisés au retour à partir de dessins et croquis pris sur le vif et de photographies. La première expédition a lieu aux Açores. C'est le grand centre d'études du prince Albert Ier, des parages où personne ne s'aventure. Thiner fixe pour l'éternité les eaux tumultueuses d'îlots largement oubliés. Toujours en quête d'animaux marins, le prince des océans a aussi pris l'habitude de déployer sa course jusqu'aux régions polaires. Il s'est déjà rendu au Spitzberg à 2 reprises. Thiner découvre l'univers arctique en 1906. « Je compte m'armer jusqu'aux dents de toile et de couleurs », dit-il avant son départ. On le charge d'immortaliser les membres de l'expédition et surtout de reproduire les paysages, de montrer les glaciers dans une série de pastels sous les points de vue et les éclairages les plus divers. Alors parmi la centaine de tableaux que le musée océanographique conserve et expose de la main de Louis Thiner, il y en a un particulièrement moi qui est mon coup de cœur en fait. C'est une vue du Spitzberg avec des couleurs moi qui m'ont extrêmement ému, c'est-à-dire un mélange d'un ciel rose avec des traînées vaporeuses de rose et puis le ciel bleu et le bleu encore plus profond de la mer, tout ça sur un fond de glacier. J'ai trouvé qu'il y avait une description que j'imaginais extrêmement fidèle de ce paysage-là qu'avait dû voir Louis Thiner et qui nous permettait de voir encore aujourd'hui. Et c'est intéressant de comparer les vues de ces environnements, on va dire, polaires, avec ce qu'ils sont aujourd'hui, notamment comme témoignage aussi du réchauffement climatique et de ses effets sur ces milieux-là. Et en ça, on retrouve la vocation de Louis Thiner. C'est-à-dire une peinture extrêmement précise, très léchée, très esthétique et en même temps extrêmement fiable d'un point de vue documentaire. Il était quand même un peintre qui avait une solide assise pour la composition, pour les couleurs, pour les cadrages. Il avait des cadrages très intéressants aussi. Les Açores étaient un lieu de prédilection pour le prince Albert Ier. Louis Thiner l'a suivi et l'un des plus spectaculaire presque de ces tableaux, c'est le cratère et l'îlot de Villafranca, qui est un ancien lac de cratère. C'est une immense description presque géologique, mais très belle. Il a donné toutes les nuances de ce cratère. Il a fait apparaître le personnage du prince Albert tout petit, accompagné d'un photographe. Ce très beau lac bleu turquoise et ces couches géologiques qui entourent ce cratère, on voit qu'il aime décrire la Terre, comme il l'a fait à Madagascar également. On sent une émotion. C'est qu'il peint des choses qui sont très très fidèles.
Mais à côté de ça, il nous donne envie d'aller voir le paysage. On sent qu'il a aimé le paysage qu'il a peint. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu. Et le prince Albert Ier, lorsqu'il découvrait des nouveaux lieux, il aimait beaucoup les nommer justement en hommage à ses collaborateurs les plus fidèles. Et donc, Louis Thiner a peint le Cap Regnard, mais heureusement pour lui, il a également un glacier qui porte son nom, le glacier Louis Thiner. C'est ainsi qu'il se retrouve naufragé sur son bout de banquise. 3 heures sont passées. Contours, modelés, lumière, la technique reproduite dans le moindre détail, et le voilà qu'il sourit en tirant sur sa pipe. La lumière est pourtant déclinante. Derrière lui, n'y aurait-il pas un ours ? Dans ces grands jours, Thiner n'a peur de rien. Il voit grand, quand bien même le soir monte et les températures déclinent. Plus tard, le Congrès international de géographie validera une idée du prince, honorer Thiner en nommant un immense champ de glace le glacier Louis Thiner. Le canot du timonier erre dans le dédale des chenaux, tourne et se retourne dans le champ de glace sous l'influence du vent et des courants. Les points de repère ont bel et bien bougé. On se désespère. Et voilà que Thiner apparaît, tache noire sur la blancheur du paysage, toujours absorbé par son travail. On le retrouve vivant. Après avoir mené ses premières campagnes scientifiques, le prince Albert, en fait, c'est un pionnier de l'océanographie. C'est très très peu connu, c'est une toute nouvelle science, et il se sent vraiment le besoin de communiquer sur ses résultats. Il va profiter de l'Expo universelle de 1889 et du pavillon Monaco pour faire une exposition de ses résultats, des objets, des spécimens qu'il a collectés, et également des instruments qu'il a utilisés pour faire toutes ces collectes, toutes ces campagnes. Cette exposition va avoir un succès vraiment phénoménal. Et donc il dit, ok, ça marche. Moi, j'aimerais communiquer auprès du plus grand nombre ce qu'est cet amour de la mer. Mais ce n'est pas suffisant pour lui. Il veut aussi participer plus à la recherche scientifique, mais également à l'enseignement. Et donc, il va créer pour ça l'Institut océanographique à Paris, qui maintenant s'appelle la Maison de l'Océan. Il va en confier la direction à son ami, le docteur Paul Regnard, qui est un scientifique, celui qui l'a inspiré pour faire ses grandes campagnes. Et il va s'installer juste à côté de la Sorbonne. Comme ça, il va vraiment pouvoir partager ses résultats, partager ses enseignements avec l'université à Paris. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va faire appel pour la construction de cet institut au même architecte que celui qui a fait la Sorbonne, Paul Nénaud. Et en architecture, on a un courant d'ornementation. C'est-à-dire que les bâtiments qu'on construit à l'époque, on va chercher à les décorer, et souvent en thème avec le but du bâtiment. Et donc, on va trouver des sculptures représentant des organismes marins sur la façade. Et puis surtout, le prince, peut-être se souvenant de ces immenses dioramas qu'il avait vus de Thiner à une autre exposition universelle sur Madagascar, il va lui faire confiance pour représenter en très très grand dans l'amphithéâtre ses campagnes scientifiques. Il y a 4 peintures dans le grand amphithéâtre. Donc il y a une grande peinture principale qui est intitulée « Le pont de la princesse Alice ». Il est divisé en 3 parties, c'est une immense peinture. Les personnages sont presque grandeur nature. Et là, il venait d'avoir un mammifère marin qu'on hisse à bord sur le pont. On étale une grande toile blanche pour qu'on puisse le dépecer et faire les études avec tous les savants qui étaient là. Le prince Albert disait « Les mammifères sont mes principaux collaborateurs ». Et grâce à ça, les savants qui étaient autour du prince Albert ont découvert l'anaphylaxie, très importante. Au milieu, donc, il y a le grand mât principal. De part et d'autre, donc, le prince Albert qui observe l'arrivée de la dépouille du globicéphale. Alors on voit les marins, c'est très affairé, c'est très vivant. Ils ont dans leur tenue blanche ou dans leur tenue rayée. Il y a aussi tous ceux qui étaient autour du prince, les savants, affairés aussi à voir ce mammifère qui arrive sur le pont. Il y a même Thiner qui est représenté dans les vergues. Toute une partie de l'état-major scientifique aussi qui est là, autour du prince. Donc au centre, les machines autour du grand mât.
Et sur la droite, alors c'est très différent, c'est la remontée d'une nasse triédrique. Une nasse triédrique, c'était une sorte d'appareil pour plonger à des grandes profondeurs. Or, cette opération de remontée du globicéphale d'une part et de la remontée de la nasse triédrique de l'autre ne pouvait pas se faire simultanément. Mais Thiner a eu la très bonne idée de les présenter ensemble. Et au fond, il y a encore tout un groupe de savants qui observent cette arrivée de la nasse. Des véritables portraits. En même temps que s'ouvre le musée océanographique de Monaco en 1910, le prince confie à Thiner l'exécution des fresques de l'Institut océanographique de Paris, devenu aujourd'hui Maison des Océans. Il le charge aussi d'illustrer ses mémoires de marin, la carrière d'un navigateur. Puisque Thiner s'efforce d'atteindre la réalité, nul n'est mieux placé que lui pour les illustrer. 8 chapitres, hauts en couleurs, jalonnés d'émotions et de réflexions personnelles. Pour s'exécuter, le prince ne se contente pas des très nombreuses photographies qui documentent ses souvenirs. Non, il repart avec le prince visiter ses contrées. On rejoue les scènes en de multiples étapes. Et cette fois-ci, les voyages se déroulent comme prévu. En 1913, pour sa 26e campagne scientifique, Albert Ier met le cap sur l'Amérique. Le prince est très fier de son bateau, la seconde Hirondelle, dont le salon de bord est décoré par 4 panneaux signés Thiner. Le périple dans le Nouveau Monde est l'occasion d'un programme officiel chargé pour le souverain, duquel jaillissent des tableaux documentaires frappants. Après New York, il y a cette scène hivernale de chasse avec Buffalo Bill, et au retour, une 20aine de tableaux. C'est peut-être là qu'il faut se souvenir d'une citation de Flore Singer à propos de son ami Albert Ier. Navigateur, écrivain, homme d'État, chasseur, justicier et, à travers toutes ces métamorphoses, amis rares et fidèles. Fidèles l'un à l'autre. Thiner et le prince l'auraient été longtemps sans les tambours de la guerre. 1914 signe la fin de la période océanographique. Thiner part au front. Le correspondant de mer se fait correspondant de guerre. Croquis des lieux de combat, convois, hôpitaux militaires, tranchées. Il reprend son ancien métier et quand l'état-major le considère comme trop âgé, il sollicite son complice Albert Ier pour remonter au front. Le prince plaide sa cause auprès du maréchal Joffre, en vain. Ils sont trop nombreux sur le terrain, considère-t-on dans les commandements. Ne reste plus qu'à attendre la fin du conflit. En 1919, le duo se reforme au château de Marchais, dans l'Aisne, propriété familiale des princes de Monaco. C'est un domaine agricole et de chasse. Les Allemands l'ont occupé et dévasté 4 longues années. Thiner redonne un peu d'éclat au mur avec une grande toile et 60 de ses portraits y sont réunis. La disparition en 1922 du prince des océans lui laisse comme seul ami monégasque le plus proche collaborateur du souverain, le docteur Jules Richard, directeur du musée océanographique. J'ai le sentiment que la relation entre le prince et Louis Thiner est une relation au départ professionnelle et au fur et à mesure, puisque Louis Thiner a fait 11 campagnes avec le prince Albert Ier, et quand on regarde un petit peu en profondeur les documents, on se rend compte que les deux hommes se lient d'amitié, puisque même quand le prince est contraint d'arrêter ses campagnes océanographiques par le premier conflit mondial, leur amitié perdure. Louis Thiner va régulièrement au château de Marchais aux côtés du prince. Le prince Albert Ier tentera même de faire nommer comme reporter de guerre Louis Thiner. Il n'obtiendra pas gain de cause, mais ça montre à quel point le prince était prêt à s'engager pour que Louis Thiner puisse continuer, lui, à voyager sur des scènes de guerre, mais aussi à parcourir le monde. On a le sentiment qu'il y a un lien très fort qui unira les deux hommes jusqu'au bout de leur histoire. Il y a un troisième homme qui va se greffer sur cette amitié, c'est Jules Richard. Jules Richard, c'est le plus proche collaborateur scientifique du prince. Arrivé avec le prince bien avant Louis Thiner, il est là avec le prince depuis 1887, participe à toutes les campagnes scientifiques à partir de là.
Et après la mort du prince, en fait, dans son testament, on voit que le prince a toute confiance en Jules Richard et il lui lègue une somme d'argent pour poursuivre justement l'étude scientifique de tous les objets qui ont été collectés sur les campagnes. Il faut parfois des années pour pouvoir analyser tout ce qui a été prélevé lors d'une campagne. Et donc le prince va s'assurer que Jules Richard a les moyens de continuer son œuvre bien après son décès. Et en fait, on se rend compte que la correspondance va continuer entre Louis Thiner et Jules Richard après le décès du prince. Et donc c'est vraiment beau de voir ce trio de collaborateurs. Et puis on se dit qu'effectivement, les campagnes scientifiques, c'était des conditions de vie très très difficiles. Louis Thiner est le peintre qui en a fait le plus. C'est le seul à avoir résisté en fait. Et donc on se dit qu'effectivement, entre ces trois hommes, il y a vraiment une complicité très très importante qui a dû se développer. La fin des campagnes scientifiques aurait pu le fixer à son atelier de Paris, square Port-Royal, ou celui de Gros-Rouvre, ou dans sa villa de Golfe-Juin. Mais, infatigable voyageur, c'est au Brésil qu'il part. Une exposition le célèbre. 53 œuvres sont exposées. La presse est élogieuse. La très belle toile Lisbonne, où toute la flotte portugaise rend les honneurs au prince de Monaco pour sa dernière croisière scientifique, frappe les esprits. Venez la voir au musée océanographique de Monaco. Thiner a près de 70 ans pour son dernier voyage, au Maroc, en 1929. Il est l'hôte d'un chef de clan, un caïd, dont il fait le portrait. Une véritable amitié est née entre eux. Plusieurs œuvres marocaines sont présentées en 1937, avant une dernière exposition en 1938 à Paris, consacrée au paysage du Spitzberg. Il peint toujours, jusqu'à la fin. La banquise n'a pas eu sa peau bien des années plus tôt, alors autant en profiter, n'est-ce pas ? Il est vieux, malade, mais il s'est juré d'exercer jusqu'au bout. Car il y a la mer éternelle, les paysages et surtout la lumière qui est là, qui entre dans l'atelier, toujours immaculé. Et puis, le noir, le 26 septembre 1942, dans son atelier de Gros-Rouvre. Tout est bien qui finit bien. Restent des huiles sur toile appartenant aux collections de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, au musée océanographique de Monaco, au musée Carnavalet, dans les collections du château de Versailles et, pour une vue d'ensemble, grâce à une donation du peintre faite à la ville d'où sa famille est originaire, Issoire en Auvergne, 85 toiles réalisées en Méditerranée, à Madagascar et au Spitzberg. À Issoire, on suit sa trace dans le désordre des années. Il y a ce portrait du caïd, il y a Èze, la rade de Golfe-Juan, il y a Sao Paulo, Rio, les voyages avec le prince des océans, jusqu'au glacier du Spitzberg, et celui dénommé Louis Thiner, ce paradis blanc où le peintre aurait pu rester 1000 ans sans frissonner.